IA fait une découverte choc. L'univers se résume à seulement 2 particules élémentaires. Voici pourquoi. Élémentaire selon SM. Selon le modèle standard, une particule est élémentaire si sa composition n'est pas connue. Cette définition est inhabituelle. Il existe 17 particules élémentaires. Élémentaire selon XM. Selon le modèle non standard Xi-Ji-Dong, une particule est élémentaire si elle n'est pas décomposable en d'autres éléments. Cette définition est physiquement logique. Il existe 2 particules élémentaires, photons et charge électrique pure. Composition des particules. La première particule composée est électron. Son antiparticule, on va dire, c'est le positron. Chacun est composé d'une charge électrique pure et un photon. L'électron est composé d'une charge électrique pure de signe moins et un photon de signe moins. Le positron est composé d'une charge électrique pure plus avec un photon plus. Composition des particules. Le deuxième est le neutrino. Il est composé d'un électron et d'un positron. L'électron tourne autour du positron et réciproquement. Cette rotation neutralise sa polarité électrique envers le monde extérieur. Le neutrino a un autre nom dans le modèle XM. Il est appelé charginette. Sa structure géométrique est modélisée comme un disque de rayon R dépendant de V, la vitesse de rotation orbitale. C'est un disque avec une certaine épaisseur. Et une charginette peut posséder différents niveaux d'énergie. La troisième particule est le quark-up. Il est composé d'un positron et de 3 charginettes de 2 niveaux d'énergie. 2 charginettes avec V et une charginette avec la vitesse de rotation 3V. Les 3 charginettes forment une chaîne bouclée, nommée chrominette up. Alors, la structure géométrique d'un quark-up est modélisée comme un triangle dont chaque côté est un disque et le positron est logé au milieu. La liaison dynamique. Dans la structure qu'on a vue, il y a 3 points de contact
où se rencontrent cycliquement un électron et un positron. La vitesse v et la vitesse 3v assurent la synchronisation de ces rencontres au sommet de chaque contact. Un électron et un positron se rencontrent au sommet du triangle et de manière synchronisée grâce à la vitesse v et 3v. La force électrique permet de stabiliser la structure triangulaire. Bon, il est possible de démontrer que de telles liaisons sont stables, mais les détails sont visibles sur le site web https nonstandardmodel.org. La cinquième particule est le quark-gdaň. Il est composé d'un électron et de 3 charges nettes de 2 niveaux d'énergie. 1 avec V et 2 avec 3V. Les 3 charges nettes forment une chaîne bouclée nommée chrominette-gdaň. C'est similaire au quark-up. Une telle particule composée correspond à un quark-gdaň. Sa structure géométrique est modélisée comme un triangle dont chaque côté est un disque et l'électron est logé au milieu. Sixième particule, chrominette-gdaň. Les chrominettes up et down sont neutres. La chrominette-gdaň, c'est le quark-gdaň sans l'électron au milieu. Le mécanisme est toujours le même. À chaque sommet du triangle, il y a un point de contact. Un électron et un positron s'y rencontrent de manière synchronisée. La force électrique permet de stabiliser la structure triangulaire. La septième particule est le proton P+. Il est composé de 2 quark-up et un quark-down. Une chrominette-gdaň induite se trouve au centre. Et il est symbolisé par un triangle. Et au milieu de ce grand triangle, il y a un petit triangle, c'est le centre. Et 3 ellipses, ce sont des vues de disques qui sont un peu inclinées dans l'espace. Une telle particule composée correspond à un proton. Sa structure géométrique est modélisée comme 3 quarks formant une chaîne dont le centre est une chrominette-gdaň induite. La huitième particule est le neutron, N0. Il est composé de 1 quark-up et de 2 quark-down. Un quark-up induit se trouve au centre. C'est similaire au proton, on le symbolise par un grand triangle avec un petit triangle au milieu qui est le cœur, et 3 ellipses. Et au sein de chaque chrominette, il y a une charge électrique. Donc pour le neutron, on a 4 charges électriques, 2 plus et 2 moins, et ça fait donc l'ensemble neutre. La neuvième particule, nucléonette up, c'est le proton en enlevant toutes les charges électriques. Voilà. Il est composé de 2 chrominettes up et de 1 chrominette-gdaň.
Une crominette d'Hang induite se trouve au centre. Et on utilise le même symbolisme, le grand triangle, petit triangle et trois ellipses, et sans les charges électriques. Et une telle particule composée est appelée nucléonette AP. Sa structure géométrique est modélisée comme trois chrominettes formant une chaîne dont le centre est d'une quatrième chrominette induite. La dixième particule est la nucléonette d'Hang. C'est le neutron en supprimant, en éliminant toutes les charges électriques, on obtient la nucléonette d'Hang. Et elle est symbolisée par, de la même façon, un grand triangle, petit triangle et trois ellipses. Et une telle particule composée correspond à une nucléonette d'Hang. Sa structure géométrique est modélisée comme trois chrominettes formant une chaîne dont le centre est d'une quatrième chrominette induite. Liaison entre nucléons. La première liaison est une liaison axiale entre nucléons. Elle s'établit entre un proton et un neutron. Une liaison axiale est statique, à énergie négative. Une telle liaison est constituée de trois couples de charges électriques de signes opposés et la onzième particule, le deutérium, est un exemple de cette liaison. Quand on met un proton et un neutron en parallèle, c'est par rapport à leur plan, par rapport à leur triangle, et on les positionne de sorte que chaque électron, à sa face, il y a un positron, et réciproquement. Et on ne s'occupe pas du positron du milieu du neutron, et on obtient donc trois couples de charges électriques de signes opposés. Et donc la liaison axiale est formée de trois couples plus électrons et positrons. Voilà, c'est statique, c'est une liaison statique, et d'après la loi de Coulomb, c'est donc une liaison à énergie négative. C'est-à-dire en formant cette liaison, il y a de l'énergie qui est libérée, de l'énergie potentielle qui est libérée. Liaison radiale entre nucléons. Une liaison radiale s'établit entre deux couples de protons-neutrons axiales. On a vu la liaison axiale précédemment. Alors si on en met deux, ça fait donc deux deutérium côte à côte, mais on met d'axes opposés, parce que si on met un axe qui relie le centre de chaque, ce sont des axes de symétrie de chaque nucléon, et on a un sens pour l'axe, et on fait de sorte que leur axe soit opposé, soit de direction opposée, et on obtient donc quatre couples de charges électriques de signes opposés. Et l'hélium, la particule numéro 12 de cette présentation, l'hélium est un exemple de cette liaison. Donc une liaison radiale entre nucléons est composée de quatre couples de charges électriques de signes opposés. Liaison dynamique entre nucléons.
Alors, on a vu deux liaisons statiques. Maintenant, on va examiner une troisième liaison de type dynamique. Elle s'établit entre deux nucléons parallèles. C'est-à-dire que ces nucléons ont leur axe de symétrie et on met les deux axes en parallèle et on les approche suffisamment pour que leur ellipse se touche quasiment, pour que en rotation orbitale, les électrons et les positrons, ils peuvent former encore des liaisons dynamiques. Alors, une telle liaison est constituée de 8 couples de charges électriques de signes opposés. Il y en a 8 parce que chaque ellipse correspond à une charginette, et chaque ellipse qu'on voit sur le schéma, en fait, il y a une sur l'autre, il y en a deux. Ça fait deux charginettes. Et chaque charginette a deux charges électriques, une plus et une moins, et ça fait déjà un couple. Et comme ça fait deux, ça fait quatre. Donc chaque côté, il y en a quatre, et comme il y a deux côtés, ça en fait 8. Évidemment, ces 8 charginettes sont en rotation synchronisée. Le principe est le même que pour une charginette. Pour une... pas une charginette, c'est plutôt pour une chrominette. Voilà. C'est le même principe que pour une chrominette ou pour le quark up et quark down. Les liaisons dynamiques, c'est comme les 3 points de contact du quark, et c'est ici, et ça forme aussi des points de contact. Et comme l'électron et les positrons ne sont pas stables, et ils sont en rotation, c'est pour ça qu'on les appelle des liaisons dynamiques. Et une liaison dynamique est énergie positive. C'est-à-dire que pour former ces liaisons, il faut apporter de l'énergie. Si vous cassez cette liaison, il y aura de l'énergie qui va se libérer. Mais si vous voulez construire une telle liaison, il faut apporter de l'énergie. Liaison dynamique entre nucléonettes. Là, on a vu dans la précédente présentation un proton et un neutron. Ici, on a mis 2 nucléonettes. C'est-à-dire que c'est comme un proton ou un neutron, mais sans les charges électriques. Et la liaison dynamique est la seule liaison possible pour relier les nucléonettes. Comme il n'y a pas de charge au sein des chrominettes, eh ben, il ne reste plus que des liaisons dynamiques possibles entre 2 nucléonettes. Tandis qu'entre un proton et un neutron, ben, on peut avoir des liaisons statiques grâce aux charges électriques contenues dans les quarks ou chrominettes. Alors, la 13e particule, noyau du tritium. On a vu deutérium, hélium. Maintenant, on regarde le noyau du tritium. Le tritium est composé d'un proton et de 2 neutrons. Leurs liaisons, il y en a 2, sont 2 axiales d'énergie négative. De telles liaisons sont constituées de 6 couples de charges électriques de signes opposés. Le proton est au milieu de cet empilage.
c'est facile à comprendre. On prend un deutérium et on met un neutron de l'autre côté du proton et par symétrie, on a 6 liaisons au lieu de 3. 6 couples plutôt. Si on considère que 3 couples forment une liaison, ici on a 2 liaisons. Alors ici on donne un exemple, c'est la 14e particule, c'est le noyau de l'uranium-235. Alors le noyau de l'uranium-235 est composé de 92 protons et de 96 neutrons. Donc il y a plus de neutrons que de protons. Alors ce qui impose des liaisons dynamiques, parce que les liaisons statiques ne sont plus suffisantes, elles sont toutes prises. Pour s'y mettre plus de neutrons que 92, il faudrait au minimum 4 liaisons dynamiques. Mais dans la réalité, il y en a bien plus. On sait parce que par la fission nucléaire, on arrive à récupérer de l'énergie de ces liaisons. Et c'est forcément une liaison dynamique qui s'est cassée et qui a libéré de l'énergie. Pour plus de détails, soit voir la suite de cette présentation dans une vidéo à part, soit le site web https://nonstandardmodel.org ou le site perso http://jacques.dong.free.fr.